Bien. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h30. Nous allons entamer ce conseil municipal, dernier conseil municipal de l'année. Préalablement à l'ouverture de ce conseil, je vais effectuer l'appel des membres présents. Monsieur Griner présent, Madame Cachemaret, Monsieur Jazinski absent, Madame Camille-Coclet absente, excusée, sera représentée par Monsieur Tourillon, Monsieur Larsin Patrice, Madame Champion Nicole, Monsieur Moreau Jean-Marc, Madame Denis Jessica, absente excusée, sera représentée par Madame Corinne Cachemaret, Monsieur Tourillon Frédéric, Monsieur Cardon Jean-Claude, Madame Don Janine, Madame Potu Nadia, Madame Ansar Lisiane, absente. Je sais rien. Monsieur Lecoq Jean, Monsieur Silvestri Francesco, Présent. Monsieur Namor Bruno, Présent. Madame Tricou Odile, Monsieur Ducrot Régis, Madame Le Duc Alexandra, absente excusée, sera représentée par Madame Patou, Madame Ansar Delphine, absente. On peut tous se dire bonjour, mais c'est pas le bistrot non plus. Bonjour à tout le monde, on s'assoit et on se met au calme. Monsieur Zelkin Fabrice, il est absent, mais il a donné un pouvoir à Monsieur Moreau. Madame Dubocage Addison, Monsieur Chic Damien, absent excusé, sont représentés par Monsieur Griner. Madame Barrois, Madame Guisgan, excusé. Monsieur Gaillet, il n'est pas là non plus, excusé. Madame Martige, excusé. Monsieur Vermerge Daniel, Présent. et Monsieur Jérémy Fournier est absent. Les conditions de quorum étant réunies, vous allez pouvoir entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Préalablement à ça, les services vont vous distribuer la DM modifiée qui est le point 2 à l'ordre du jour de ce conseil municipal, notamment parce que dans le tableau qui vous avait été présenté, vous avez vu les dotations d'amortissement 20 000 et 20 000. Elles ne sont pas au bon endroit, elles ont dû remonter dans le tableau et donc il y a un déséquilibre qui s'est créé et donc il y a des reprises avec l'équilibre. Est-ce que les services peuvent distribuer la DM? Ça arrive. Très bien. Préalablement à cela, nous devons désigner un ou une secrétaire de séance. Mon regard va vers M. Ducrot qui se décarcasse. Si tout le monde est d'accord, Régis Ducrot fera office de secrétaire de séance. Merci à vous. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV du dernier conseil municipal. Pas de remarques particulières. C'est bon pour tout le monde, je vous remercie. Le point suivant, c'est les informations du conseil municipal dans le cadre des ratifications des décisions que j'ai dû prendre dans le cadre de la délégation de pouvoir que vous avez bien voulu me faire. Le premier, c'est le duo Gourmandise, un contrat de spectacle pour le marché de Noël la semaine dernière à hauteur de 400 €. La prestation d'une luge pour le marché de Noël la semaine dernière avec M. Petou à hauteur de 4 000 € TTC. La déambulation musicale du groupe Mosgoums au marché de Noël le 7 décembre 2025 avec une prestation le dimanche après-midi 7 décembre, 2 405,40 €. Le contrat pour le feu d'artifice du marché de Noël avec la société Estancielle à hauteur de 4 000 € et qui a lieu le samedi 6 décembre à 20 h. La fixation des tarifs du séjour de classe de mer qui n'ont pas été modifiés, qui sont reprises dans le tableau qui vous a été annexé. Et enfin, le contrat avec les dévoilations de mascottes lumineuses, avec le groupe Cartoons Parade, l'association Dragon Music, encore une fois dans le cadre du marché de Noël. Et là, c'était le samedi 6 décembre, après-midi, place Doumer, pour un montant de prestation de 450 €. Les équipes sont en train de vous distribuer, merci Anaïs, directrice générale, la DM qui fait partie du 3.1. Elle est en train de vous être distribuée, juste une modification, vous le verrez, vous avez dans le tableau initial qui vous est présenté les 20 000 € qui sont des écritures d'ordre qui étaient hors tableau et donc pas calculées dans les totaux, ni en investissement, ni en section de fonctionnement. Et forcément, ça crée un déséquilibre, donc on les réintègre et vous verrez qu'il y aura des modifications qui ont été reprises forcément avec plus 20, moins 20 à un endroit. On a retouché, on est sur des écritures d'ordre en fin d'année budgétaire, on fait vraiment les derniers ajustements pour avoir le compte le plus propre possible. Ça n'a aucune incidence sur des projets ou sur une quelconque opération nouvelle en cette fin d'exercice budgétaire. Y a-t-il des questions particulières quant à cette DM? Pas de questions particulières, on peut la voter. Les abstentions, les avis contraires, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons l'un des plus gros points lors du jour de ce conseil municipal. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire pour le budget primitif 2026 qui sera voté dans les prochaines semaines. Débat d'orientation budgétaire qui s'appuie sur ce qu'on appelle un rapport d'orientation budgétaire qui vous a été remis. Je pense que tout le monde l'a lu avec énormément d'attention. Ce rapport d'orientation budgétaire respecte la législation, notamment sur sa forme.
notamment en présentant plusieurs parties. La première partie, et je pense que c'est celle qui nous intéresse le moins les uns les autres, c'est une présentation du contexte national et international. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il y a une instabilité nationale et que les votes du budget sont quand même extrêmement aléatoires et donc ont un impact sur notre capacité à se projeter sur ce que nous aurons en 2026 de la part de l'État en termes de dotation, à la fois en fonctionnement qu'en investissement, mais également un certain nombre d'éléments qui viennent jouer, la participation à la caisse des fonctionnaires avec une augmentation de la ponction sur la CNRACL pour financer les déficits de la caisse de retraite générale, un certain nombre d'éléments qui font qu'aussi on n'est pas forcément astreint à une baisse des coûts de la vie, et je pense que chacun l'a dans sa vie de tous les jours. Nous aussi, nous sommes subis par l'inflation. Forcément, quand on a un budget de 8 millions d'euros, et c'est un projet à 400 000 euros, le projet qui valait 400 000 euros hier, il vaut 550 000 demain tout de suite. Ça a une caisse de résonance plus importante que ce qu'on peut avoir nous au quotidien dans notre présentation budgétaire, et que tout cela vous est présenté aussi dans un contexte de crise financière nationale et d'efforts et de demande d'efforts aux collectivités territoriales pour participer au comblement du déficit public. Ça nous concerne nous directement puisque vous avez ce qu'on appelle le nouveau DINICO qui remplace les contrats de Cahors, c'est-à-dire un fonctionnement de la part de l'État sur les dotations qu'il donne aux communes, notamment aux communes les plus aisées ou qui touchent le plus de dotations. Notre commune semble peu impactée sur le sujet. Je donne quelques exemples de chiffres, mais sous réserve que le budget soit voté en l'état. Valenciennes Métropole, 6 millions d'euros de ponction de la part de l'État. On a 1,3 million. Voilà, je vous donne quelques exemples. C'est notamment des communes et des structures qui touchent énormément de taxes liées aux taxes foncières des entreprises. Sur notre commune, on y est un petit peu moins assujetti, entreprises industrielles en particulier. Donc forcément, on est une commune qui est moins en prise et moins exposée avec des communes avec des activités industrielles, et donc c'est moins sur notre commune. Pour l'instant, la projection qu'on ait, ça serait une baisse de dotation à hauteur de 22 000 euros de tout, ce qui est quand même pas énorme, mais aussi impactant que ce qu'il pourrait y avoir sur d'autres communes. Encore une fois, avec la présentation du budget, vous avez vu que le budget de la Sécu est passé en deuxième lecture. Pour l'instant, le budget est reparti au Sénat du budget de l'État, devrait revenir ensuite en deuxième lecture. Il va être refusé au niveau du Sénat. Il reviendra en deuxième lecture, et si l'Assemblée nationale l'entérine telle qu'elle, ce sont des mesures qui font partie de ce budget. Voilà sur la présentation un petit peu globale du contexte, on va dire macroéconomique, au moins national, et qui aura un impact sur le budget. Je le disais tout à l'heure, nous respectons la forme que le législateur nous impose sur ce rapport d'orientation budgétaire. Le premier, c'est de faire un petit focus sur les résultats, pour l'instant prévisionnels, parce que vous savez toutes et toutes que le budget se clôturera à l'exercice budgétaire au 31 décembre 2025. Pour l'instant, nous sommes sur des projections en termes d'atterrissage. Vous avez des tableaux qui sont repris, notamment à la section de fonctionnement. Vous voyez qu'on est sur un réalisé aujourd'hui prévisionnel, qui ferait que la section de fonctionnement terminerait à hauteur, en termes de dépenses, de 8 89 753,42 € pour 8 987 047,93 € de recettes. Quelques éléments qui sont sortis, qui vous sont présentés. Nous avons baissé notre train de vie, notamment le 011 et charges à caractère général, puisque nous sommes passés de 1 811 000 € à 1 773 000 €, et que notre objectif, c'est de continuer, je le présenterai après, de mettre une pression sur les dépenses du quotidien pour continuer à récupérer des marges de manœuvre financières. Et ça a une incidence importante, vous le verrez tout à l'heure, sur des ratios de rigidité, notamment pour avoir recours à l'emprunt et continuer à avoir une politique d'investissement assez novatrice et forte. Et vous avez également, comme élément marquant, une réduction de la charge financière, notamment à ce qu'on appelle au chapitre 66, ce qui veut simplement dire que nous payons moins d'intérêts de la dette. Et comme tout le monde le sait, lorsqu'on amortit une dette, les intérêts se font en début de remboursement, ce qui veut dire que notre dette vieillit. Donc voilà, c'est un vrai sujet. On passe de 242 à 194 500. On savait qu'on allait avoir en cours d'année des extensions aussi d'un certain nombre de financements et de nouveaux financements qui allaient commencer en décalé. C'est aussi le résultat de l'impact direct de ces mesures tout au long de l'année. Quelques éléments qui sont quand même importants à souligner, je l'ai fait au caractère général. Sur le 012, c'est quand même un élément important, les charges de personnel. J'ai souhaité dans cette présentation être assez clair avec vous pour comparer deux choses. Vous dire qu'on a un 012 qui a augmenté finalement ces dernières années, on va dire sur le mandat,
globalement de 17%, on est passé de 3 680 à 4 164, 4 300 pour cette année, alors que la masse salariale a augmenté de 6,70%. Ce qui veut dire qu'on n'a pas un effet lié d'augmentation du 0,12 lié à des recrutements et une augmentation massive de la masse salariale. Vous avez d'ailleurs devant vous les équivalents temps plein, l'évolution entre 2021 et 2025, et on voit qu'on n'a pas une explosion des effectifs. Pour autant, on a structuré des services, en particulier des services en France jeunesse, en termes d'organisation. On a renforcé un petit peu le service technique parce qu'on avait des personnes malheureusement qui étaient touchées par des maladies assez lourdes, longues. Certaines ne reviendront pas et ne sont pas revenues. Alors, l'interprétez pas, elles sont toujours vivantes, mais malheureusement, elles sont en situation d'invalidité et donc on ne les reverra pas. On n'avait pas fait de remplacement au début parce que ne sachant pas leur devenir, on se retrouve avec des doublons, des gens qu'on aura embauchés, d'autres personnes qui reviendraient, ça c'est quand même pas sympa. On a eu des situations qui ont pu se réguler au cours de l'année 2024 et au cours de l'année 2025 qui ont permis de pouvoir restabiliser les effectifs, notamment au niveau du service technique. Donc une augmentation des coûts de la masse salariale qui est beaucoup plus exponentielle que l'augmentation des recrutements ou des effectifs qu'on a pu avoir et qui s'explique par une augmentation des actions de service public qu'on a pu faire. Quand même des chiffres à relativiser au niveau du 0,12, puisque en 2024, dans le 0,12, vous n'aviez pas 100 000 € qui correspondent à l'assurance statutaire qu'on a intégré dans le budget 2025, ce qui fait qu'on finit à 4 326 000. Si on avait gardé la même nomenclature budgétaire, on serait à 4 226 000 assez facilement, ce qui permet de relativiser cette augmentation, mais c'était une volonté d'écriture budgétaire de revenir à ce niveau-là. Et puis un certain nombre de sujets, on a eu des régularisations de carrière, parce qu'on avait des dossiers qui étaient en souffrance un petit peu, notamment dans les calculs de retraite avec des agents qui ne savaient pas nous donner une partie de leur carrière dans le privé avant d'entrer dans le public et qui sont prises en compte pour revaloriser leur carrière d'agent public, et des requalifications d'arrêt en longue maladie, c'est-à-dire des gens qui pour l'instant étaient en maladie ordinaire, mais qui au vu de la durée et de leur situation médicale validée par le médecin du travail ont été requalifiés en longue maladie. C'est des petites sommes cumulées, mais 17 000 par-ci, 50 000 par-là, on arrive à 200, 250 000 assez facilement, et ce qui donne un certain nombre d'éléments. Le dernier élément, et je le disais tout à l'heure en propos introductif, c'est qu'on continuera les collectivités à participer notamment à un effort de financement de déficit de la Caisse et du système de régime de retraite français, et que pour cela, le gouvernement a fait le choix sur plusieurs années de faire des ponctionnements chaque année à hauteur de 3%, en augmentant 3% la cotisation sur les CNRACL, qui fera une augmentation globale sur ces quelques années et qui devrait se porter jusqu'en 2028 de 130 000 €. Qu'on diminue ou qu'on augmente notre masse salariale. Donc voilà, il y a des enjeux clairs. S'il y a un déficit dans les caisses de retraite, la CNSRL est excédentaire, hein, je dis. Voilà. La CNSRL est excédentaire. Je veux bien participer, faire preuve de solidarité, mais pas pour payer le vide ou les bêtises de caisses d'à côté et de gens qui ne font pas d'efforts. Mais voilà, c'est un choix, et c'est un choix qu'on subit, et je pense que le prochain mandat sera encore un mandat où on subira assez facilement des choses qui viennent de Paris. Voilà sur les différents sujets qui ont pu être présentés. On vous a donné un certain nombre d'éléments, des modifications au 65, notamment avec la clôture du contrat de DSP actuel qui génère un certain nombre de frais, parce que c'est une fin de contrat avec le nouveau contrat de DSP qui se met en route, et puis le 65 avec le 67 qui a disparu, qui a été rattaché au 65 dans le cadre du passage de la nouvelle nomenclature budgétaire. C'est vrai que c'est pas évident de faire une comptabilité analytique des fonds entre 2024 et 2025, puisque 2024, on a commencé à travailler avec un modèle comptable, et en 2025, on est passé en M50 net, M57 full, ce qui fait que des fois, pour comparer tel chapitre ou telle dépense qui était imputée à un endroit et qui est aujourd'hui imputée à un autre endroit, c'est pas forcément toujours évident. Voilà sur ces sujets-là. Au niveau des recettes de la section de fonctionnement, vous avez vu quelques mouvements et qui sont commentés aussi, notamment une grosse baisse des recettes liées aux atténuations de charges. C'est pour deux choses. C'est ce qu'on touchait en dotation lorsqu'on avait des contrats aidés. Tout le monde sait que les contrats aidés ont été laminés par les services de l'État, donc nous n'en avons plus. Et donc nous n'avons plus de dépenses, mais nous n'avons plus les recettes de remboursement et de participation de l'État en face. Et puis, vous avez aussi un effet sur le fait que, depuis l'année dernière, ça a été voté en conseil, ça a été validé au CST avec la représentante du personnel, nous avons arrêté les subrogations
pour les agents qui étaient en arrêt maladie, notamment sur les agents plutôt contractuels, et comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, les agents ont arrêté, donné leur arrêt maladie au service RH, ont continué de les payer, et nous faisions rembourser auprès de l'assurance maladie leur absence et leur arrêt maladie, sauf que c'était toujours un peu compliqué, et à partir de l'année dernière, on a voté pour qu'au 1er janvier 2025, il n'y ait plus cette subrogation. Tout d'un coup, il y a eu moins d'arrêt maladie. Donc forcément, il y a eu moins de recettes. Beaucoup plus de monde est resté. Bon, voilà, comme quoi, des fois, il y a des effets quand on prend des petites dispositions. Alors, ça génère moins de recettes dans la commune, mais ça génère plus de personnel présent. Et ça nécessite moins de remplacement lorsqu'il y a des besoins de remplacement. Vous avez quelques éléments qui sont présentés, les produits des services, domaines, ventes diverses, bon, ça, ce sont mes services de cantine, centre de loisirs, location de salle, enfin, tout ce que vous pouvez avoir, les spectacles, tout ce qui peut être présenté et encaissé au quotidien. Voilà sur cette section de fonctionnement. Un petit zoom sur la section d'investissement. On sera sur une section qui sera déficitaire, mais souvenez-vous, on s'était donné comme objectif de réduire fortement ce déficit. Il était très élevé, et c'était expliqué parce qu'il y avait des opérations d'investissement en cours qui nécessitaient des dépenses, mais pour lesquelles nous avions des recettes en face, mais qui n'avaient pas été encaissées. Tous des décalages de trésorerie. Ce déficit était un décalage de trésorerie. On s'était donné comme objectif en 2025 de récupérer et de recouvrer au maximum l'ensemble de ces subventions que nous devions recouvrer, notamment déjà en terminant les opérations qui devaient être terminées, donc en les soldant, en disant notre opération d'investissement est terminée, et nous pognon, je suis plutôt direct sur le sujet, mais également en allant solder des subventions, des opérations qui pour certaines étaient déjà terminées, mais pour lesquelles les services financiers n'avaient pas encore réalisé les appels de fonds auprès des partenaires. Ce qui a fait que nous avons un résultat au niveau d'investissement qui est beaucoup plus intéressant et donc un déficit beaucoup moins important que ce qu'on pouvait avoir à une époque. Je ne vais jamais cacher à personne car on avait plus d'1 million d'euros dans la nature en trésorerie, non pas de recettes que nous n'allions pas avoir, mais de recettes qui arrivaient en décalé par rapport au rythme de dépenses que nous avions. On arrivait sur une année qui est beaucoup plus correcte à ce niveau-là, et sur des situations qui sont justifiables, notamment le déficit que vous avez aujourd'hui en investissement, il est lié à quoi ? À l'inscription de recettes de subventions liées aux travaux d'hôtel de ville, et qui concernent les différentes tranches d'hôtel de ville, et des tranches sur lesquelles nous avançons au fur et à mesure, mais pour lesquelles nous avons déjà payé des factures parce que les travaux avancent, mais pour lesquelles nous ne pouvons pas encaisser les recettes, parce que nous ne sommes pas dans les taux d'avancement qui permettent de réaliser les levées de fonds auprès de nos partenaires. Voilà simplement les quelques détails d'année sur la sélection d'investissement, mais sur des taux de réalisation qui sont quand même extrêmement intéressants, puisque vous avez dans le tableau comparatif sur les opérations en page 9, le taux de réalisation, c'est ça qui vient notamment vérifier que votre budget que vous présentez est un budget sincère. C'est l'un des 5 grands principes et des 5 grands piliers d'un budget public. Vous pourriez chaque année dire je mets 200 000 euros pour faire de la voirie et faire 0 euros. Ça fait de l'affichage au moment du budget. Vous avez vu, on met de l'argent sur la voirie, et puis à la fin, quand on regarde le compte de résultat et le compte financier, on se dit, bon, bah, les 200 000 euros, ils n'ont pas été utilisés. Des fois, ils ont peut-être été utilisés à autre chose aussi. Mais l'objectif, c'est d'avoir des crédits qui soient les crédits utilisés, soit les crédits au plus proche des crédits qui ont été votés. Vous pouvez regarder les sommes, on est sur des choses qui sont plutôt très proches de la réalité et qui nous permettent d'avoir un taux de réalisé extrêmement important. Au niveau des recettes, vous avez vu, sur le prévisionnel 2025, nous avons réalisé ce que vous avez vu. Il y avait un emprunt à hauteur d'1 million d'euros qui finance en partie les opérations liées à l'hôtel de ville. Nous avons reçu énormément de subventions d'investissement puisqu'on est presque à 1 million d'euros aussi, on a 956 000 euros. Les dotations fonds divers que nous avions, et puis vous aviez des jeux d'écriture budgétaire qui peuvent se mettre, notamment des opérations liées à de l'amortissement de matériel qui génèrent des recettes et qui génèrent des dépenses en fonctionnement, mais des recettes en investissement. Donc objectif 2025 réalisé sur ce budget, c'est-à-dire réduction du déficit et maîtrise des dépenses, et la réaliser qui soit très correcte. Je ne sais pas si j'ai des éléments supplémentaires à rajouter. On vous a proposé également un tableau en page 10 sur ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire des opérations qui ont commencé en 2025 mais qui se termineront en 2026. Alors quand je dis se termineront en 2026, des fois pas forcément opérationnellement, puisque les choses sont terminées, sauf que nous n'avons pas reçu les factures, ou nous allons seulement recevoir les factures, et à l'issue du 15 décembre, les services me coupent si je me trompe, on ne peut plus en section d'investissement mandater
parce qu'il y a des questions comptables qui sont réalisées, et que donc, même si on reçoit la facture le 29 décembre, on pourrait dire qu'elle correspond au budget 2025, elle serait déjà inscrite en reste à réaliser, c'est-à-dire en crédit prévu en 2025, mais qui ne pourront être que payés en 2026 pour des raisons, ici, administratives, et des fois pour des raisons opérationnelles, parce que les travaux ne sont pas terminés. Vous avez cette liste-là, qui est reprise en page 10, sans grande difficulté. À partir de ces éléments-là, section d'investissement, section de fonctionnement, dépenses-recettes, on fait les tableaux, ce qu'on appelle les tableaux de consolidation, c'est-à-dire qu'on prend nos résultats antérieurs reportés, on dirait globalement la trésorerie dans une entreprise que nous avons réussi à accumuler depuis quelques années. Nous prenons nos résultats de clôture. Nous calculons également les restes à réaliser, parce que si je disais tout à l'heure qu'il y avait des restes à réaliser en recettes, en dépenses, pardon, il y a aussi des restes à réaliser en recettes, c'est-à-dire des choses que nous devons percevoir. On vient consolider un petit peu tout ça, ce qui fait un résultat global excédentaire à hauteur de 668 754,18 €. On est sensiblement sur des résultats du même type que ce qu'on pouvait avoir au budget 2024. Voilà sur cette présentation, je suis forcément à votre disposition peut-être en fin d'exercice. J'essaye de faire ça en une lancée, puisque après avoir fait 2025, on va vous proposer les prospectives 2026 et je serai forcément à votre disposition pour vous apporter des éléments complémentaires si vous le désirez. Sur le budget prévisionnel 2026, c'est un budget, et je le redis chaque année, qui est fait sur des bases prudentielles, on le disait tout à l'heure. On ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés au niveau de nos dotations, on ne sait pas à quelle sauce la fiscalité pourrait être revue. Je pense notamment aux bases fiscale par l'État à ce niveau-là, et cet impact pourra avoir un impact sur le budget communal, mais aussi sur des budgets de partenaires. Je pense notamment à Valenciennes Métropole, qui pourrait, en cours de mandat, ça n'a pas été voté là, mais en cours d'exercice budgétaire 2026, retoucher ces aides qu'elle apporte aux communes, notamment la dotation de solidarité communautaire, si elle devait faire un effort financier trop important, et donc ça serait des recettes en moins. Nous avons donc inscrit des budgets, un budget avec des recettes plutôt de pessimistes et à la baisse. Il vaut mieux avoir des bonnes surprises en cours d'année que de partir très optimiste et se dire en cours d'année, bah zut, là, il faut gratter 40 000, là 50 000, là 100 000 et là 30 000 parce qu'on était trop optimiste, alors que l'exercice est déjà entamé. Ça nécessite de faire des coupes non plus au couteau, mais à la hache. Donc, vaut mieux être prudent. Ce qui fait que globalement, on vous propose le budget 2026, une baisse à peu près de 10% de la volumétrie de ce budget, notamment sur des questions de recettes propres, puisqu'on a un fonds de roulement qui est assez important, on ne le ressent pas directement, hein, c'est important, qui diminue quand même, mais qui reste encore, entre guillemets, assez important et élevé pour une commune de notre taille, on ne le ressent pas directement, mais on aura quand même une diminution de la voilure. On passerait sur le prévisionnel, l'atterrissage prévisionnel, on est à 8 864 ici pour 2025, on sera à 8 818. Voilà, vous voyez qu'il y a un delta quand même assez important, déjà de base avec un budget pessimiste. Quand bien même ce budget devient optimiste, notre objectif c'est de faire des efforts pour redégager un excédent de fonctionnement assez important qui nous permette soit d'investir, soit de revenir reconstituer une trésorerie et un excédent de fonctionnement reporté beaucoup plus volumétrique, et qui nous permettrait, à l'avenir, si des gros projets devraient être menés, d'avoir en complément des financements qu'on a de nos partenaires, la capacité à aligner l'autofinancement qui est le nôtre et à sortir 2 à 3 gros projets structurants. Alors pour moi, du projet structurant, c'est dès qu'on arrive à 1,5 million, 2 millions, qu'on se le dise. Certains vont dire, oh, c'est énorme. Mais c'est des projets qui demandent 3, 4, 5, 6, des fois 7, 8 ans de travail, la recherche de beaucoup de partenaires, de technicité, et donc c'est des projets qui sont assez importants. Bon, voilà. Pourquoi j'en ai deux en tête qui arriveront à moyen terme, c'est le reménagement de la rue Courbevoie et du site Comifère. Je pense qu'on a le droit d'avoir des divergences, mais on se dit que ces sujets-là d'aménagement public sont aujourd'hui des sujets qui seront amenés dans les années qui arrivent. Alors les questions administratives pour le moment avec Comifère qui viennent geler la rue Courbevoie, mais ça sera un sujet sur lequel on devra passer. Deuxième gros sujet, qui sera un sujet à programmer, c'est comment rendre nos bâtiments thermiquement plus performants et comment améliorer et devenir moins indépendants des fluides, notamment de l'électricité, le gaz un peu moins, mais on aura d'autres méthodes, pour justement faire des économies en fonctionnement, en faisant de l'autoproduction et en chauffant, en auto-alimentant nos bâtiments. C'est ça qui nous permettra de garder la tête hors de l'eau dans notre vie quotidienne et dans le fonctionnement quotidien. Donc,
il faudra qu'on refasse une belle économie et qu'on se refonde un bon pécule, bien travailler sur ces projets-là, chercher un maximum de partenaires pour repartir. Mais voilà, un projet n'est jamais financé à 100%, il faut financer à 50, 70, des fois 80%. Si vous n'avez pas le reste à financer et que vous n'avez pas la capacité de financer seul, vous pouvez monter des beaux projets, aller chercher des partenaires, votre projet ne sort jamais. Voilà. Donc il y aura un vrai sujet pour qu'on soit très attentif sur notre fonctionnement, sur les dépenses de fonctionnement, et qu'on soit très attentif et réaliste sur les recettes de fonctionnement, notamment si on a des nouvelles, de ne pas aller les claquer dans tout et n'importe quoi, dans du bling-bling ou je ne sais quoi, alors qu'on a des besoins et qu'on est dans une période assez trouble où il vaut mieux être beaucoup plus prudent. Voilà sur les éléments qu'on vous présente. Sur les dépenses, je le disais tout à l'heure, on a baissé le 0,11, on l'a déjà baissé en 2025 par rapport à 2024, on propose en 2026 de baisser encore de 11%. Ça représente pour vous quand même quelque chose, un grand défi. On parlait tout à l'heure de coût de la vie, d'inflation qui se ralentit, mais qui pourrait reprendre pour plein de raisons, notamment s'il y a une instabilité nationale et gouvernementale. Les marchés n'aiment pas ça, et donc la vie économique n'aime pas ça, et ça a une répercussion sur les prix. C'est-à-dire qu'on a un coût de la vie qui augmente, et pour autant on demande de réduire les dépenses de 11%. Ça veut dire qu'il y a des choix drastiques à faire sur un certain nombre de sujets dans le train de vie du quotidien. Sur le 0,12, les charges à caractère personnel, c'est important de dire, nous aurons 5 départs en retraite programmés en chapitre 0,12, donc en 2025. 0 remplacement. Voilà. Aujourd'hui, dans ce qu'on prévoit, 0 remplacement parce que c'est trop hasardeux. Donc on déploie dans les services, on regarde comment on organise ou quoi que ce soit. Pour autant, sans départ en retraite, on a un 0,12 qui continue d'augmenter. Je me souviens, dans un mandat précédent, on avait des départs en retraite, des fois 2-3 personnes sur une année. Ça permettait d'économiser des fois 80, 90 000 euros, 100 000 euros sur certaines années. Les personnes partaient, on ne remplaçait pas, économie tout de suite. Là, on est gens qui ne partent pas, et 5, hein, c'est pas, voilà, 5 personnes qui ne partent pas, et c'est des équivalents temps plein. C'est pas non plus des mi-temps. 5 personnes qui ne partent pas, vous ne positionnez pas de remplacement, et vous avez votre masse salariale qui augmente. Voilà. Bon courage aux équipes municipales à l'avenir, pour équilibrer leur budget, notamment avec des charges de personnel qui ne font qu'augmenter, alors que vous ne recrutez pas et que vous diminuez le nombre d'agents de la collectivité. Voilà, à un moment, il faudra prendre des dispositions. Elles ne font pas qu'ici, je pense qu'elles se passent à Paris également, et que donc il y aura des enjeux au niveau législatif, quels que soient les calendriers proposés. Il y aura-t-il des nouvelles législatives rapidement, ou ce sera-t-il le calendrier plutôt classique qui sera appliqué? Parce qu'à un moment, voilà, c'est des décisions qui vous descendent directement de Paris. Par contre, les décisions et les arbitrages, c'est pas Paris qui les fait, hein, c'est ici. Hein. C'est ici autour de la table où on prend des arbitrages. Et les habitants, ils vont pas à Paris. Les habitants, soit c'est dans leur bulletin de vote, soit c'est chez le maire, ou à portée d'engueulade auprès des élus lorsque vous allez faire vos courses, ou vous faites quelque chose, ou quoi que ce soit. Donc à un moment, moi, je veux bien assumer, je veux bien faire des efforts de gestion, je veux bien participer. Mais à un moment, quand on presse le citron et qu'il n'y a plus de jus, et que même les pépins sont tombés, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Alors on peut dépioter peut-être un peu la peau, voilà, mais à un moment on n'y arrivera plus. Et on n'est pas une commune avec un train de vie du diable. Hein. On n'est pas dans la folie sur certaines choses. Je vois comme vous des choses dans plein d'endroits, tout partout sur le secteur et même en France, avec des trains de vie dispendieux. Franchement, je vous assure que ce n'est pas le cas ici. Et puis on a un gros sujet, c'est celui du financement de la piscine. Ça nous coûte plus de 600 000 euros par an. Plus 600 000 euros à Crépin. On a réussi par une bonne gestion à diminuer les participations communales. On est arrivé déjà jusqu'à 680, on est descendu à 600. On arrive à resserrer un peu la vis, j'espère qu'au courant de 2025, on diminuera encore notre participation à la piscine pour que l'argent qu'on ne mette pas dans le fonctionnement de la piscine, ça nous revienne à nous pour mener des actions aussi. Mais à un moment, il faut la faire fonctionner, cette piscine. Et qu'à terme, dans le prochain mandat, cet équipement qui est structurant et qui coûte ne pourra pas continuer d'être financé par 2 communes principalement. J'ajoute Saint-Hébert et Tivancelles, mais qui ont une participation moindre, mais à 90% par 2 communes. Alors que quand vous regardez les statistiques, vous avez 70% des gens qui fréquentent qui sont ni de Pierre-Rochin, ni de Crépin, ni de Saint-Hébert, ni de Tivancelles. Et que le rôle d'une intercommunalité comme Valenciennes Métropole, je ne rejette pas le bébé, mais c'est un moment de venir équilibrer ce genre de choses. Quand l'Aglo a repris le musée de Valenciennes, j'étais le premier à le voter, parce que les gens qui vont au musée de Valenciennes, alors il est fermé, alors bravo. Mais ils ne sont pas que des Valenciennois, et c'est un équipement qui est au service d'un territoire. Bon, un musée, je veux bien, pourquoi les piscines ne le seraient pas aussi? Donc il y aura un vrai sujet de portage politique sur le prochain mandat pour que ce sujet de piscine ne soit plus porté par un syndicat et par l'effort de 2, 3, 4 communes, mais qu'il soit réparti sur un effort plus important et un effort communautaire. Attendons, il y a des élections, on verra comment ça se passera, les discussions à l'aglo sur ce sujet-là. Voilà les éléments que j'avais à vous donner sur ce budget d'investissement.
Le 65, je viens de le faire notamment sur le sujet avec la piscine. Le deuxième volet, la deuxième section, c'est la section d'investissement, notamment avec la présentation des projets que nous souhaiterons présenter lors du prochain conseil municipal au budget. Sans grande surprise, il y a 3 projets en cours qui continueront, qui ne sont pas forcément, alors un très important et 2 moindres, qui sont liés à des fins d'opération. Je pense notamment à la salle Céline-Fauclé où c'est de la dernière facturation qui doit arriver, mais également sur les sujets de vidéo où on a eu un décalage. Les budgets de vidéoprotection qu'on avait prévus cette année, notamment pour couvrir ce qu'on appelle cheval des yeux, Besançon, rue de l'Abattoir, n'ont pas pu être réalisés parce que vous l'avez su, en début d'année, des petits malins sont amusés. Et on les a choupés, on a eu de la chance, sont amusés à casser un certain nombre de caméras, en particulier les caméras de lecture de plaques. Forcément, ça gênait leur trafic de voitures. Donc, à un moment, voilà. D'où le fait que les caméras soient efficaces, sinon on ne viendrait pas les casser. Ils sont venus nous les casser, donc on a orienté nos crédits budgétaires pour remplacer en priorité ces caméras de lecture de plaques et garder un système optimal, et pour ajouter ce programme et l'affiliation de ce programme de vidéo qui était prévu sur le secteur de l'abattoir, on le décale et on le réalisera l'année prochaine. C'est pour ça que c'est dans une opération pluriannuelle et que vous êtes sur quelque chose qui est à cheval entre 2025 et 2026. Dernier gros sujet à cheval entre 2025 et 2026, c'est les travaux d'hôtel de ville. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail après, on en discutera parce que ça fera partie des arbitrages sur la manière avec laquelle on va ordonner et cadencer notre budget d'investissement pour pouvoir atteindre un équilibre budgétaire sincère, notamment dans le vote du budget qui aura lieu dans les prochaines semaines. Vous voyez quelques éléments complémentaires, ils ont été travaillés à la fois avec les services, avec les élus concernés, même si l'élu le plus concerné dedans, c'est Jean-Marc Moreau qui est ici. On a fait des arbitrages assez importants et drastiques sur certains sujets. Certains sujets ont des crédits, certains projets ont des crédits budgétaires qui sont présentés qu'on peut autofinancer, mais sur lesquels on a déposé aussi des dossiers de subvention, et qui, si en cours d'année ont un retour favorable, permettront d'amener des crédits complémentaires. On aura 2 options, soit ces crédits complémentaires nous permettront de mieux respirer et diminuer le déficit d'investissement, soit deuxième option, ces crédits on les réalisera sur de nouvelles opérations qui pourraient arriver en cours d'année, puisque entre ce qu'on prévoit au mois de décembre et des fois le mois de septembre l'année d'après, il s'est passé des choses, et il y a des besoins qui n'étaient pas palpables à un moment, mais qui sont apparus. Un gros camion qui tombe en panne, un gros problème de chaufferie, enfin voilà, un gros problème d'éclairage public et qui génère une dépense et qu'il faut régler prioritairement pour le bon fonctionnement quotidien des services. Voilà l'option qui sera prise. Vous voyez qu'on sera sur un budget d'investissement qui sera beaucoup moins, puisqu'on est autour des 1 760 000 €. Lorsque vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, on a investi des années jusqu'à 3,6 millions, 3,8 millions. J'ai d'ailleurs fait ce matin le calcul pour tout le mandat. Pour tout le mandat de 2020 à 2025, on est à presque 10 millions d'euros d'investissement. Voilà. La DGS m'a dit, vous êtes fous. C'est pas un niveau d'investissement pour une commune comme le vôtre. Je vous invite à regarder dans les communes voisines, même des fois avec un nombre d'habitants beaucoup plus important que nous, parce qu'il faut le prendre en compte, et avec une dynamique fiscale et des recettes beaucoup plus importantes, si le niveau d'investissement est aussi élevé, je ne sais pas. Et sur ces 10 millions d'euros d'investissement réalisés, alors directement, indirectement, c'est-à-dire nous, mais ça peut être aussi Norcem, ça peut être les dépenses d'investissement que le CIVA a fait pour rénover la piscine, parce que si la piscine avait rénové, il y a eu des emprunts, mais c'est parce qu'on met des financements complémentaires aussi, sinon il n'y aurait pas eu de travaux à la piscine. Tout ça, c'est à peu près équilibré par un petit peu plus de 5 millions d'euros de recettes de subventions propres. C'est-à-dire des dossiers qu'on a déposés et de l'argent qu'on est allé chercher un peu partout. Ça veut dire que globalement, des fois les dossiers ont été subventionnés à 70-80%, d'autres pas du tout, d'autres à 20%. Mais en moyenne, sur notre politique d'investissement, on a eu plus de 50% de notre programme d'investissement qui a été financé par des subventions. Alors bon, voilà, quand on a dit qu'on ferait la chasse, on l'a faite. Et c'est pas parce qu'on dépose un dossier de subvention qu'on a toujours un retour positif, mais on s'est quand même battu et ça a demandé du temps de préparation et du sérieux dans les projets qui sont déposés auprès de nos partenaires. Je referme la parenthèse, ça vous permet d'avoir un niveau de visibilité un petit peu plus général sur l'investissement. Je ne vous présenterai pas, parce que vous l'avez page 14, le détail des opérations d'investissement qui vous sont reprises. Juste un élément sur une opération, la 4542, qui est le péril 43 rue Valériani. Vous savez que depuis le mois de juillet, la rue Valériani est fermée, notamment en raison de la mise en place d'un périmètre de sécurité suite à une maison qui présente un défaut structurel, avec une fissure qui s'agrandit de jour en jour. Nous avons donc engagé une procédure de péril. Le tribunal administratif nous avons saisi, a nommé un expert. L'expert nous a demandé d'interdire aux habitants d'y résider, mais par chance, ils n'y résidaient déjà plus, ce qui est déjà une bonne chose. Deuxièmement, il nous a demandé de faire en place un périmètre de sécurité au cas où l'habitation viendrait à s'effondrer, et je sais que ça pourrit la vie de tout le monde.
Je regarde Jean Lecoq pour aller dans les champs au tracteur qui nous fait des détours dans tous les coins. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais si demain à la maison s'effondre, qu'il y a une voiture qui passe, un riverain ou quoi que ce soit, c'est votre serviteur qui finit en prison. Quoique ça c'est peut-être bien qu'ils finissent en prison avant les élections pour certains d'ailleurs, ça arrangerait leurs petites affaires. Mais bon voilà, je compte pas, j'espère qu'il n'y aura pas d'accident, n'ayez pas de mauvaises idées là-dessus. Mais le deuxième sujet, non, on rigole, mais le deuxième vrai sujet, il y en a d'autres qui sont plus exposés à des risques d'aller en prison, d'être condamnés avant les élections. Chacun cherchera de quelle ville je parle. Mais très rapidement, pour être clair sur le sujet, aujourd'hui on arrivera en 2026 sur certainement une intervention de la commune, puisque vous savez que sur la procédure de péril, on oblige les propriétaires à mener un certain nombre d'opérations. Là, il y a des opérations d'études géotechniques pour trouver la cause, mais également des opérations de sécurisation et de rénovation, ou si la rénovation n'est économiquement pas viable, une démolition du bien, avec un renfort du nettoyant du voisin, et qu'au vu des injonctions que nous avons déjà données aux propriétaires, personne ne va bouger d'un petit doigt. Et que donc, au bout d'un moment, c'est à la commune de se substituer, de réaliser les travaux pour le compte du propriétaire. Et donc, on a estimé, on a déjà mis une enveloppe budgétaire autour des 100 000 € à ce niveau-là, qu'on équilibre en face par une recette, parce qu'une fois que les travaux sont réalisés, le Trésor public doit mener une opération de recouvrement, et donc va voir les propriétaires, leur dit « Vous avez une voiture, elle vaut autant, on vous la saisit. Vous avez un revenu de autant, ben on vous fait une ponction. Vous avez une nouvelle maison, ben on vous la saisit. Vous allez vendre le bien où ça a été démoli ou rénové, on vous saisit une partie. Et donc, on aura une recette, mais je le dis tout à l'heure, la recette, on ne l'aura pas du jour au lendemain. Ça prendra certainement du temps. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a encore 200 000 € dans la nature, qui sont liés à des opérations. Je pense à une opération particulière, rue Jean Jaurès, ce qu'on appelait le consort Baudour, en face d'Aldi, où il a fallu tout démolir, etc. Et pour l'instant, le Trésor public n'arrive pas à recouvrer. Donc on a mené les travaux, il y a déjà maintenant quelques années, je me demande si c'était pas au mandat précédent d'ailleurs, on a mis les recettes en face, mais pour l'instant les recettes elles rentrent pas. Donc on a intérêt à avoir une bonne trésorerie pour tenir le choc. C'était juste la parenthèse que j'avais à faire sur ce péril 43 Vuleriani, parce que les 100 000 € qu'on va mettre là-dedans, je vais vous le dire, j'aurais préféré le mettre dans les écoles, j'aurais préféré le mettre dans la voirie, j'aurais préféré le mettre dans les aménagements au parc de l'Aunay, j'aurais préféré le mettre dans plein d'autres choses, que dans une opération où on a des propriétaires qui sont malveillants et qui ne jouent pas le jeu. Donc voilà, je pense que parfois, chacun doit se rappeler qu'on gère de l'argent public qui contribue à l'intérêt général, et que lorsqu'on doit flécher de l'argent public, parce qu'il y a des gens qui sont indélicats et qui en plus en ont rien à faire des procédures qui sont en cours, moi ça me dérange fortement. Et je pense que ça dérange le Quiévre chinois et encore plus le contribuable qui paye sa taxe foncière, et qui, ma taxe foncière, moi aussi, elle sert à voirie, à plein de choses, aux gamins des écoles, aux seniors, à plein de politiques qu'on peut mettre en place. Ça ne me dérange pas, par contre, payer de la taxe foncière parce que les autres font tout et n'importe quoi, ça devient dérangeant. Donc voilà, sur ce point un petit peu plus spécifique, mais c'est quand même assez agaçant d'avoir ce genre de situation sur la commune. Voilà, sur ce budget d'investissement, vous avez les présentations du tableau de recettes et de dépenses. Si vous prenez le tableau de recettes et le tableau de dépenses tel quel, on a un besoin de financement à hauteur de 774 000 € 30. Donc pour l'équilibrer, vous avez plusieurs méthodes. Première méthode, on fait des coupes drastiques dans le budget. Bon, on dépense moins jusqu'à temps qu'on arrive sur un règle de financement à 0. Deuxième méthode, un recours à l'emprunt. Troisième méthode, la réorganisation et la repriorisation de votre budget, et potentiellement en cours d'année, l'obtention de nouvelles subventions sur des opérations déjà programmées qui vont faire que vous allez générer de nouvelles recettes qui vont vous permettre d'aller équilibrer. On ne proposera pas d'emprunt cette année en augmentant la dette, ça avait déjà été présenté en 2025, sur le fait que l'année 2025, ce sera la dernière année où on avait cherché un gros emprunt, et que potentiellement pour les 2 prochaines années, 2026-2027, on serait sur 2 années de pause de recours à l'emprunt pour 2 raisons. La première, pour récupérer un petit peu de respiration, comme notre maire qui présente ce robe, et pour pouvoir réentamer une nouvelle programmation d'investissement un peu plus importante et digérer l'opération d'investissement de l'hôtel de ville de manière plus globale, mais également pour se redégager des marges de manœuvre en fonctionnement. Je le disais tout à l'heure, si on fait un nouvel emprunt, on va rembourser d'abord des intérêts. Si on rembourse des intérêts, ce sont des dépenses de fonctionnement. Si on rembourse des intérêts, ce sont des charges de fonctionnement. Ce sont des charges de fonctionnement, c'est moins de marge de manœuvre pour faire un excédent et donc s'autofinancer. Donc on fait le choix, au moins pour l'année 2026, de ne pas avoir de recours à l'emprunt. Le deuxième sujet, c'est de refaire des coupes drastiques dans le budget. Je peux vous dire, je regarde Jean-Marc, hein, si je me trompe,
on y est déjà allé à la tronçonneuse. Voilà. Mais voilà, on est sur des choses où on a déjà réduit au minimum, au maximum, pardon, pour qu'on ait une programmation minimale en termes d'investissement sur cette année 2025. Dernière option, et je pense que c'est celle que nous allons prendre, cadencer notre calendrier d'investissement. Vous savez que l'hôtel de ville, il est en plusieurs phases. La phase 1 devait se terminer ici en fin d'année, mais finalement elle est décalée pour des raisons de fourniture de matériel. Et donc elle se terminera en début d'année 2026. Donc ça veut dire que globalement, on aura la tranche 1, le bâtiment principal central qui sera terminé. Il y a des travaux intérieurs. Le clos couvert ont été réalisés. Il y a des travaux intérieurs qui viennent de reprendre la semaine dernière, qui seront réalisés au premier trimestre. Nous souhaitions commencer la tranche 2, c'est-à-dire la fermeture complète de l'hôtel de ville, rez-de-chaussée et étage, à partir du mois de mai. Donc juste après les élections municipales. Pourquoi? Parce qu'il faut déménager le personnel. Il y a des gens qui viennent aussi dans les services des fois. On a période électorale, les inscriptions sur les sectorales, les gens sont à papier, etc. Donc l'objectif c'est de dire, bon, les services sont déjà bien positionnés en accueil du public sur ces sujets-là. On ne va pas en plus leur faire subir un déménagement et complexifier le parcours du public et le parcours usager parce qu'un tel est dispatché là-bas et le service est de l'autre côté ou quoi que ce soit. Le fait de décaler, d'arriver en premier trimestre et finalement de démarrer cette tranche 2, notamment au printemps, s'avère moins judicieuse et donc on propose plutôt de démarrer cette tranche 2 à l'automne, c'est-à-dire après la rentrée, et de profiter de cet été pour déménager les services municipaux, parce que vous avez des gens en congé déjà, donc c'est plus simple parce que personne dit bah, moi j'ai pas de bureau pendant du jour, je fais quoi? Là, lorsque la personne est en congé, on peut déménager un certain nombre de bureaux, on peut le faire de manière échelonnée. Pour ne pas se dire on se donne 15 jours, 3 semaines pour déménager tout le monde, mais en premier lieu on déménage tel service, puis après tel service, tel étage, pour pouvoir à la rentrée, soit à la rentrée de septembre, soit à la rentrée de Toussaint, avoir les services qui soient complètement dégagés, l'hôtel de ville libre, et donc attaquer cette tranche de travaux, qui fait que le coût et la volumétrie de travaux, et donc la volumétrie budgétaire qui est prévue sur l'année 2026, sera beaucoup moins importante que celle qu'on prévoyait initialement si on commençait les travaux au mois de mai. Et donc un besoin de financement qui diminue de manière assez drastique. Et puis pour les travaux de l'hôtel de ville, on attend deux choses. Une subvention de la région que vous avez bien voulu voter la dernière fois, où le dossier est à l'étude à l'heure actuelle, on aura un retour, je pense, premier trimestre 2026, qui permettrait, si nous avons ce retour de subvention, d'avoir des recettes complémentaires à aligner en face et donc d'avoir des capacités de financement un petit peu plus facilitées. Mais également, en début de mandat à l'agglo, vous avez une enveloppe à l'investissement qui sera remise à zéro. On l'a utilisé sur tout notre mandat. On pourra, dès la première année, aller rechercher un petit peu de complément sur cette nouvelle enveloppe qui sera propre au mandat 2026-2032 pour amener encore plus de financement sur les travaux de l'hôtel de ville et donc faciliter encore plus les jeux et avoir un résultat de la section d'investissement qui soit beaucoup plus intéressant. Ça serait cette option-là qu'on vous proposerait lors du vote du budget. Le dernier sujet, c'est d'avoir recours au levier fiscal. Voilà, il y a des gens qui veulent augmenter les impôts locaux ici, je fais le tour de la salle. Dans le public, voilà, merci. Donc, voilà, il n'y a pas 50 options à faire. C'est toujours bien aussi d'avoir une unanimité sur le sujet, parce qu'on a le droit des fois de ne pas être d'accord sur certains sujets, mais sur un sujet comme la fiscalité, si on arrive à être d'accord ensemble, c'est extrêmement bien, parce que ça donne déjà une stratégie et ça évite des cancans dans la commune. Si j'étais là, je fais plus ça ou moins ça. Tout le monde sait qu'il n'y a pas la capacité de donner plus de recettes, donc on ne peut pas proposer plus. Donc voilà un petit peu les propositions qui vous seraient proposées sur ce budget d'investissement en 2026. Pas d'emprunt, prudence, concentration sur un gros projet, c'est la fin des travaux de l'hôtel de ville. Décalage du programme, au lieu de commencer au printemps, on commencera à l'automne, ce qui permet d'amuser, et attendre de nouvelles recettes pour lesquelles les dossiers ont été déposés et sont à l'étude aujourd'hui auprès de nos partenaires financiers. Alors encore une fois, je ne veux pas être très long, mais ce qu'on vit nous, les partenaires financiers l'ont. L'argent qu'on nous prend ici, et c'est très peu, on le prend au département, à la région. Et donc le département a lui aussi des collèges à faire tourner, il y a de l'aide sociale, il y a du RSA, il y a l'ASE, il y a les politiques seniors, il y a la voirie départementale. Et donc sa variable d'ajustement, c'est de dire comment je vais avoir une capacité d'aider les communes. S'il y a de moins en moins d'argent et de moins en moins d'enveloppes à accorder pour aider les communes, vous doutez bien que c'est de moins en moins de chances pour nous d'obtenir des subventions. Et donc de plus en plus, des situations de plus en plus complexes pour monter des projets structurants. C'est pour ça aussi que les 2 années qui vont nous permettre de respirer financièrement et de ralentir un peu les projets seront peut-être 2 années où il y aura une mauvaise passe et peut-être un creux de la vague sur lesquels on aurait eu moins de chances d'avoir les financements de nos partenaires parce qu'ils seront dans des situations financières extrêmement critiques.
il y a des élections présidentielles en 2027, voilà, je ne crois pas à l'homme ou à la femme providentielle, je ne pense pas que qui que ce soit qui arrive à la tête du pays changera tout d'un coup de manière, trouvera l'argent, je ne sais où, trouvera une mallette, non, tiens, et l'argent on ne l'a pas trouvé. Mais en tout cas, il y aura peut-être des arbitrages qui seront extrêmement différents, de l'argent qui va aujourd'hui dans certaines choses qui ne devraient pas aller, de l'argent qui devra aller à certains endroits et qui n'y va pas aujourd'hui, et qui permettront peut-être de voir les choses différemment. Et puis qui sait, il y aura peut-être une réforme territoriale, je ne sais pas pour l'attendre, les fusions régions-départements, suppression d'un certain nombre d'échelons, qui permettront aussi de faire certainement des économies d'échelle. Alors à court terme, j'y crois pas, à moyen terme, un peu plus. C'est pas parce que vous fusionnez la région et le département où il y a 4000 agents d'un côté et 2 et 3000 de l'autre, que l'année suivante, vous avez 7000 agents et que vous passez à 6000 d'un coup. Non, ça prend un peu de temps parce que au début, vous gardez vos agents, puis après, vous restructurez, et puis à un moment, là, vous faites une économie, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Autre présentation de ce ROB, les engagements pluriannuels, c'est une obligation aussi qu'on doit vous présenter. Nous en avons plusieurs au niveau de la commune, qui présentent les uns et les autres plus ou moins de risques. Le premier, c'est un engagement pluriannuel avec l'établissement public foncier, pour lequel nous avons une convention avec l'îlot Sofanor. L'établissement public foncier est propriétaire de Sofanor et de ce qu'on appelle l'ancienne maison Marie. On est sur un programme un peu plus large que le périmètre EPF, qui est un périmètre Norsem. Cette convention, elle est sécurisée puisqu'on a un repreneur qui sera Norsem à la sortie. Donc la ville a signé, et la ville a déjà désigné un tiers qu'elle finance d'ailleurs pour reprendre cette opération. Donc l'exposition de la ville au risque est vachement nulle sur le site Sofanor. Nous avons ensuite, et on en parlait, la concession d'aménagement multisite, alors qui n'est plus Norsem, qui va s'appeler Nordev, et il y aura une sous-section qui s'appellera Norsem. Donc je le rappelle, sur un certain nombre de sites pour lesquels nous avons une participation financière. On vous demandera par la suite d'augmenter, notamment le site Onel, ça fait l'objet d'une note délibération qui fera que, comme on demande à Norsem de faire plus et d'agrandir son périmètre, ça va coûter plus cher, et donc la commune va participer un petit peu plus. Si Norsem ne l'avait pas fait, la commune aurait dû le faire. Donc l'argent des caisses de la commune vers les entreprises, ou des caisses de la commune vers Norsem, et que Norsem paye les entreprises pour le réaliser, ça revient un petit peu au même. On gagne même un petit peu en efficacité. Mais cette concession d'aménagement, voilà, elle est sécure, on n'a pas de situation particulière. Je pense qu'au dernier conseil municipal, pour celles et ceux qui étaient présents, vous avez eu une délibération et une présentation assez exhaustive des opérations, non pas de 2024, mais à l'instant T par Antoine Opigé, le chargé d'opération. Les choses, je pense, sont assez claires à ce niveau-là. Vous avez ensuite, en termes d'engagement pluriannuel, la DSP, on a un contrat de délégation de service public qui vient d'être renouvelé, qui commencera au 1er janvier 2026 et qui s'étendra jusqu'en 2031. Vous avez les participations qui sont présentées, même chose, pas de surprise, ou du moins il devrait y avoir peut-être des bonnes surprises en fonction, regarde l'analyse, du nouveau délégataire, s'il arrive à avoir une nouvelle gestion et de nouvelles dispositions dans son organisation, et qui pourrait nous voir en disant, bon, finalement, j'arrive à faire aussi bien que vous me demandez, et pour moins, donc je ne vais pas vous prendre du pognon dans le vide, surtout qu'il a des comptes à rendre au niveau de la collectivité qui doit passer commande. Et vous avez, enfin, en termes d'engagement pluriannuel, ce qu'on appelle les APCP, les autorisations de programme crédit de paiement. Elles sont reprises devant vous. Vous en avez une d'ailleurs qui se clôture, qui est l'aménagement d'espace enfant jeunesse, parce que c'est terminé. Ces APCP sont présentées, elles seront mises à jour dans le cadre du vote du budget. Même chose, c'est des choses qui sont maîtrisées, puisque c'est nous qui votons la volumétrie générale d'autorisation de programme et les crédits de paiement qu'on souhaite mettre en face de chaque programme pour chaque année. On vous fait un petit focus non obligatoire, mais sur les achats publics qu'on a eu en 2025 et ceux à programme en 2026. Il n'y a pas eu de marché lié à des actions de fonctionnement en 2025. Il y avait un marché téléphonie, mais souvenez-vous, on vous a expliqué, on a adhéré à la CANUT. C'était lors du dernier conseil municipal. En 2026, par contre, ça sera une grosse année de marché public et de renouvellement de marché, avec 4 marchés en fonctionnement, le marché de la restauration scolaire, le marché d'exploitation de l'éclairage public, les contrats d'assurance, et là il y a un vrai sujet. Même chose, regardez un peu la presse, il y a des communes qui ne savent plus s'assurer. C'est pas notre coffre, hein, on verra le résultat d'appel d'offres, mais voilà. Et le marché des copieurs. Ça sera bien puisqu'on sera sur une période de travaux, et donc on pourra organiser le marché en 2 tranches. Une tranche distribution des copieurs pendant que tout le monde fait camping à droite à gauche pendant les travaux d'hôtel de ville, et une seconde tranche où tout le monde aura intégré notamment l'hôtel de ville, puisque vous doutez bien que je ne sais plus combien on a de copieurs au total. Vous avez une idée, non? Une quinzaine peut-être? 12 copieurs au total, et sur les 12, je pense qu'on va en avoir 6 ou 7 à l'hôtel de ville. Les autres sont dans les écoles, on va en avoir à la police, un au CTM, un au service enfance-jeunesse, mais globalement, le plus gros des copieurs est à l'hôtel de ville.
Voilà sur ces sujets-là, et puis on a toujours deux marchés qui sont en cours à l'heure actuelle, la réhabilitation de la cuisine d'Assassin Coquet, même si c'est la fin, vous avez vu les montants qui sont prévus, et les travaux de restauration et de restructuration de l'hôtel de ville. Vous avez un zoom en troisième partie sur la structure et la gestion de la dette. Au 31 décembre 2025, l'encours de dette s'élèvera à 6 480 861,85 €. C'est moins que le budget. Ça doit être à peu près 70% de notre budget de fonctionnement dessus. Voilà, en 2025, on a eu un emprunt à hauteur de 1 million d'euros. En 2026, on aura une annuité de remboursement de la dette à hauteur de 594 626,57 €. Cette somme, ça sera la somme la plus basse depuis 2019. Depuis 2019, on était sur des sommes beaucoup plus importantes. Donc ça amorce une politique de désendettement au niveau communal, mais pour autant avec une politique d'investissement qui a quand même été massive et impactante sur le mandat. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Il y a une conclusion qui est un petit peu complète. Je ne reviendrai pas sur les vrais sujets. La conclusion, elle est des fois un petit peu politique ou présentée de manière un peu plus générale. Le vrai sujet pour nous, c'est d'être sur des budgets prudents, d'être à l'euro près sur nos dépenses de fonctionnement, d'optimiser nos recettes, d'être extrêmement prudent sur l'investissement et d'éviter d'avoir de mauvaises surprises, espérons que nous n'en aurons pas, et de continuer à garder un dynamisme dans la recherche de subventions et de partenariats assez importants. Le but, c'est de caler sur 2 ans, sur les 2 prochains exercices, de ne pas avoir recours à emprunt, d'être une politique d'investissement qui se passe pour mieux préparer un nouveau cycle d'investissement qui démarrera au cours du prochain mandat sur potentiellement les exercices 2028-2029, ce qui nous donne le temps d'étudier, de poser, de concerter, de monter les projets avec les bons partenaires, de monter les bons formats de projet. Est-ce qu'on fait la maîtrise d'ouvrage direct, la maîtrise d'ouvrage délégué, concédé, comment on organise les choses sur le temps pluriannuel pour mieux repartir et continuer à servir nos habitants et nos concitoyens. Voilà pour ce rapport d'orientation budgétaire, et je suis forcément à la disposition des conseillers municipaux ici autour de la table. Si les sujets sont trop techniques et dépassent mes compétences, les services financiers, que je remercie, la directrice générale des services et Nathalie à la tête du service financier pour leur travail et cette présentation exhaustive et cette présentation vraiment intéressante de ce ROP. On essaye chaque année de s'améliorer, de le rendre digeste, parce que les finances publiques, c'est parfois particulièrement compliqué à comprendre. Donc l'objectif, c'est que chacun puisse comprendre et sache à quoi sert l'argent derrière un compte, un numéro, un chiffre, ou derrière des opérations de transfert financier qui sont des fois pas forcément évidentes à comprendre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas de questions, rien? Bon, c'est que le débat est clair. Merci à vous pour votre attention. Est-ce qu'on peut acter qu'on a eu la présentation de ce débat d'orientation budgétaire et de ce rapport? C'est bon pour tout le monde, je vous remercie. Nous avons ensuite un avenant numéro 3 à la concession d'aménagement, donc avec Norsem, je le disais tout à l'heure, c'est notamment l'extension du périmètre d'intervention sur le site Onel. Vous avez dû le voir, d'ici une semaine d'ailleurs, il n'y aura plus de service information. Je regarde Jean-Marc parce que tu connaissais bien les locaux, avant que ce soit des locaux municipaux d'ailleurs. L'appel est arrivé cet après-midi, le désamiantage est terminé, et les travaux de construction et d'aménagement du nouveau lotissement devraient commencer courant février avec le Maison et Cité Norsem. Sauf que le périmètre Norsem d'intervention est très large, mais que le périmètre travaux était limité. L'objectif aujourd'hui, c'est que le périmètre travaux vienne se caler sur le périmètre complet de concession, parce qu'au départ, Norsem en faisait la moitié et la ville en faisait l'autre moitié. Là, l'objectif, c'est que Norsem réalise 100% de l'opération de travaux, et donc Norsem est d'accord pour le réaliser. Ça va nous apporter certains avantages, c'est-à-dire un seul maître d'ouvrage, un seul maître d'œuvre, une seule entreprise, et donc, enfin une seule entreprise, du moins un seul donneur d'ordre s'il y a plusieurs lots sur les entreprises, et donc éviter d'avoir des gens qui se font concurrence entre les entreprises choisies par la ville et celles choisies par Norsem. Mais surtout, ça nous permet de dépasser les seuils minimums pour aller chercher des subventions, je l'avais déjà expliqué, notamment auprès du département. Nous avons déjà déposé, Norsem a déposé pour le compte de la commune un dossier au titre des PTS. C'est une enveloppe qui se fait sur 2 années, 2025-2026. On avait demandé de la déposer pour cette enveloppe, pour ce projet 2025-2026, mais sur l'enveloppe 2026. Parce qu'on n'allait pas être prêt finalement, ou on sera prêt pour 2026. Et cette enveloppe PTS, elle demande que les projets soient un minimum de 500 000 € en taxe. Or, sur la part Norsem, on était 490, et sur la part ville, 440 ou 470. Donc, les uns les autres, chacun de notre côté, on ne pouvait pas répondre au projet parce qu'on était sur les seuils minimums. Le fait de regrouper tout, on dépasse les 500 000 € hors taxe,
Et donc Norsem, puisque c'est à Norsem qu'on va déléguer les travaux, a pu déposer le dossier auprès du département. Forcément, le département nous demande aujourd'hui de dire, bon, la ville, vous nous confirmez bien que c'est bien Norsem qui va porter l'opération de travaux, d'où l'objet de cet avenant. Et cet avenant vient également apporter un certain nombre de participations financières, parce que l'argent que nous on aurait dû sortir pour réaliser nous-mêmes les travaux, puisque Norsem va le réaliser, bon, on le donne à Norsem, et donc on a une participation financière qui est étalée jusqu'à la fin de cet avenant. Cet avenant, il prolonge également la durée du contrat qui devait s'arrêter en 2028. On vous propose de l'amener jusqu'en 2032, notamment pour un site qui est, tout à l'heure, je le disais, le site Sofanor, où l'agglomération nous a écrit que ce site faisait partie du programme et de la prochaine programmation de début de mandat, mais que ça ne serait pas réalisé avant 2028. Donc, au vu de la situation, on a une capacité de prolonger la concession d'aménagement, et donc dès le départ et dès aujourd'hui, on vous propose de prolonger cette durée de concession jusqu'en 2032, ce qui nous permettra de pouvoir finaliser ces différentes opérations, et je pense notamment à l'îlot Sofanor. J'ai sollicité pour votre connaissance complète, et en toute transparence, une réunion avec EPF et Valenciennes Métropole Norsem Ville, afin de connaître le calendrier détaillé d'intervention d'EPF sur le site Sofanor. Les travaux de démolition devaient commencer fin d'année 2025 et tout au long de l'année 2026. À l'heure actuelle, il semble avoir un calendrier d'investissement décalé. On ne connaît pas tout, même dans les grosses structures. Mais je voudrais quand même avoir un calendrier qui soit un petit peu plus détaillé pour dire, bon voilà, quand est-ce que vous débarquez, parce qu'on est sur un site qui est dangereux, qui peut être squatté, même s'il y a des questions de sécurité, qui risque demain peut-être d'avoir des situations de péril, parce qu'on voit des murs qui deviennent dangereux sur ce genre de site. Je pense que Valérie a dit un certain nombre à l'arrière aussi sur la Maison Marie, et que l'objectif c'est de pouvoir éviter qu'il y ait trop de frais de remise en sécurité et que les démolitions puissent se faire dans les meilleurs délais. J'attends le retour de PF, j'ai fait une saisine il y a plus de 3 semaines, je n'ai pas eu de retour pour le moment, mais pour aligner les agendas et les planètes des uns des autres, c'est pas forcément toujours évident. Je pense que je les relancerai d'ici la fin d'année. Bon voilà, j'ai été un petit peu plus long, mais sur cet avenant numéro 3, la durée et le périmètre d'intervention, et notamment le fait de confier sur une partie de ce périmètre les travaux, ce qui n'était pas prévu initialement à Norsem sur le site Onel. Pas de problème particulier sur cet avenant, c'est bon pour tout le monde, et bien c'est adopté à l'unanimité. Vous avez ensuite une délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs, notamment pour créer à partir du 1er janvier 2026 un emploi permanent sur le grade d'ingénieur territorial, puisque nous avons un de nos agents qui, après avoir eu l'examen professionnel, est sur la liste d'aptitudes, et nous avons toutes nos raisons pour pouvoir le nommer, sauf qu'il n'y a pas de poste ouvert au tableau des effectifs, donc nous vous demandons d'ouvrir au 1er janvier pour que nous puissions le positionner sur ce poste. Pas de problème particulier, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Je tenais à vous féliciter, oui. Pour cette nomination, c'est quelqu'un qui nous mérite, tout simplement. Oui, merci. Le 5 points, dérogation au repos dominical par 3 enseignes. Vous savez que nous sommes saisis par l'agglomération Match Carrefour Action qui nous saisit en 2026 pour ouvrir un certain nombre de dimanches aussi. Il y a Aldi également, donc il est ajouté, qui propose d'ouvrir en 2026. Il demandait un avis du conseil municipal, je ne pense pas que ça pose de problème particulier. C'est bon pour tout le monde, je vous remercie. Et enfin, délibération d'usage en fin d'année, l'ouverture du mandat spécial 2026, notamment s'il y a des frais qui sont engagés et qui vous sont présentés chaque année avant le vote du budget. On vous présentera lors du prochain municipal les frais qui ont été engagés en 2025 pour les élus. Vous verrez qu'il n'y a rien de dispendieux, notamment au titre du mandat spécial pour cet exercice 2026. C'est bon pour tout le monde ? Très bien, merci à vous. Et bien écoutez, merci pour ces débats et cette présentation plutôt sereine. Et excellente soirée à toutes et à tous.